L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le Soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires.
et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière.
Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe.
Ce n'est que lorsque les vers commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher.